Et puis surtout, là, vous êtes en train d'assister à un petit changement, parce qu'on vient d'annoncer à nos participants qu'on rechangeait la question. On va parler de santé, finalement, c'est ça? À la demande de la directrice des antennes de la première, c'est comment est-ce qu'on peut changer la technologie non, comment la technologie peut changer l'enseignement? C'est bien ça? Comment? Voilà. Donc là, on vient d'annoncer ça aux participants. Ils sont ravis de savoir qu'ils peuvent revoir toute leur présentation en 5 minutes. Donc je laisse la parole à Catherine Riss de l'université qui va nous faire l'animation et présenter ses participants. Merci Catherine. Merci beaucoup Tania. Bonsoir à tous. Donc la dernière table ronde de la journée va porter sur l'enseignement et on a quatre intervenants autour de la table. Bon, un peu plus loin derrière la table. Donc on a avec nous Alizé Pécastin qui vient de Paris, c'est ça, qui échangera notamment avec nous sur le développement d'une solution pour faire passer des examens en ligne, c'est ça, de façon numérique. On a David Leclerc qui est le directeur du CFA de la CCI, Nouvelle-Calédonie, qui nous parlera, lui, pas seulement, mais peut-être aussi de l'utilisation et en quoi, puisque la question a changé, comment est-ce que le numérique peut changer la formation, notamment professionnelle. On a aussi avec nous Laurent Tonzac, qui est entrepreneur et enseignant à Auckland University of Technology, qui nous parlera de ses pratiques, pour qui et pour quoi faire. Et Yvon Calvaloc, qui est enseignant-chercheur à l'université en biologie moléculaire, qui utilise également les outils numériques dans ses enseignements à l'université ici à Nouméa depuis bien longtemps. Et pareil, ce sera un peu un retour d'expérience. Alors c'est vrai que la première question qui était posée, est-ce que la technologie peut changer l'enseignement? On se dit bah oui, forcément ça change. Mais ça change dans les usages, ça change dans les pratiques. La technologie, c'est un outil qui donne accès à quelque chose d'absolument enivrant. On peut, grâce à toutes les ressources disponibles, les MOOC, les podcasts, etc., on peut presque devenir pilote de la NASA. C'est assez extraordinaire. Les classes inversées, les forums, tout ça, ça permet une très grande interactivité, parfois même un suivi individualisé, personnalisé des étudiants. Donc c'est vrai que ça change beaucoup les pratiques dans la théorie. Après, la question qu'on va essayer de voir et sur laquelle on va échanger, c'est dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ce monde qui s'ouvre à nous, il est vraiment utilisé? Quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on observe? Une des questions, juste pour faire un petit sondage là dans l'amphi, qui parmi vous a déjà commencé un MOOC? Pour lui personnellement, pour apprendre... Ouais. Qui a déjà terminé un MOOC? Ok, il y en a quand même quelques-uns. Moi personnellement, j'en ai commencé 15, j'en ai fini 0. Donc j'aurais pu faire beaucoup de choses dans ma vie, mais la réalité fait que voilà. Donc on va échanger sur ces différentes choses entre la théorie, tout ce qui nous est offert, et dans la pratique finalement. Qu'est-ce que ça change vraiment et en quoi ça peut changer les choses. Donc, Alizé, je te propose de commencer, de nous parler peut-être de ton application. Je ne sais pas si on peut dire, on peut appeler ça une application, et nous dire quelle est sa valeur ajoutée, en quoi c'est utile, par qui c'est utilisé. Et puis, il y a sûrement aussi des limites, c'est ce que je disais, sinon tout le monde dans le monde utiliserait cette solution d'examen en ligne. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation et sur le magnifique sujet au niveau du numérique dans l'enseignement. Donc Testui, en fait, c'est une solution qui permet de digitaliser les examens. On a d'une part une plateforme online qui est à destination des professeurs et de l'administration, depuis laquelle ils vont pouvoir créer tout type d'examen, donc du QCM, du QCU, du texte à trous, de la dissertation, et avoir la chance en fait de pouvoir mettre des audios, des vidéos, du PDF, des images, vraiment tout ce qu'on peut mettre, même pour des entraînements au TOEIC ou au TOEFL. Et l'autre côté de la solution, en fait, c'est un logiciel qui est à destination des étudiants qui s'installe en local sur les ordinateurs des étudiants. Ce qui veut dire que pour être utilisé, Testui nécessite le fait que les étudiants soient au minimum équipés, ou en tout cas les structures qui les accueillent soient équipées d'ordinateurs.
Donc c'est vrai qu'en France, en métropole, TestWe a quand même pas mal de clients maintenant, parce que force est de constater que les examens représentent une énorme logistique avec beaucoup de temps humain. C'est-à-dire qu'à l'époque où on était sur du QCM, les étudiants, ils grisaient des petites coches en fait, et il y avait les correcteurs qui repassaient derrière. Après, on a vu naître les lecteurs optiques, donc maintenant quand ils grisent, ils passent dans la machine, mais au final, TestWe, on va enlever tout ça. C'est-à-dire que l'examen, il va être fait par les étudiants sur le logiciel en offline, parce qu'on ne dépend pas d'une connexion Internet. Donc on peut être sur des gros volumes dans les universités, par exemple. Et du coup, une fois qu'ils ont terminé l'examen, la copie, en fait, elle est envoyée automatiquement sur la plateforme pour la correction. Et en fait, c'est la machine qui va corriger. Donc sur le QCM, le texte à trous, et le QCU, correction automatique. Donc là, on gagne premièrement du temps. Après, quand on est sur d'autres types d'examens, on retrouve des facilités pour les étudiants. Un étudiant qui doit faire par exemple une étude de cas, du cas marketing, souvent sur le BTS Commerce International, c'est à peu près 4 heures l'épreuve. Un étudiant qui écrit pendant 4 heures à la main, au bout d'un moment, il fait plus trop attention. Donc il est un peu moins soigné. Donc pour les professeurs correcteurs, la relecture est parfois compliquée. L'étudiant en fait tape plus vite sur un ordinateur qu'il ne va écrire à la main. Donc ça, c'est une des particularités et des avantages qu'on retrouve du côté étudiant. Et puis au niveau de l'administration, devoir récupérer à chaque fois les copies pour ensuite les donner au correcteur. Le correcteur, il corrige, ensuite il redonne les copies pour qu'ensuite les notes soient transmises dans l'ERP, etc. de la business school ou de l'université. Bon, tout ça, c'est fini avec TestWe parce qu'en fait, tout le monde est sur la même plateforme avec en fait ses propres accès. Un professeur de marketing ne verra que ses examens de marketing. Un professeur de mathématiques, ce sera exactement la même chose. Moi, par exemple, si je suis à la scolarité, j'ai besoin de récupérer les notes des BBA 1. J'ai juste à aller dans la plateforme, je récupère les notes dont j'ai besoin. Donc c'est vrai que là-dessus, on répond à un besoin surtout au niveau de la logistique et du gain de temps. Mais évidemment, tout ce qui sera écologie, puisqu'on essaie de plus avoir du tout de papier. Je ne vous cache pas que c'est pas chose facile. Pourquoi ? Parce que les examens, c'est une donnée sensible en fait dans les universités, dans les business schools, dans les centres de formation. C'est quelque chose de diplômant, donc forcément il y a beaucoup d'attention et qui est dessus. Mais on est là justement pour accompagner tout ce petit monde pour aller sur la digitalisation. Donc ça passe par des formations, par des tutoriels vidéo, des FAQ qui sont accessibles pour les professeurs, pour les étudiants. On se déplace dans les universités, donc des fois je n'ai pas que des personnes comme ça face à moi. J'ai des amphithéâtres où il y a 600 étudiants qui me regardent. Et ils se disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous raconter celle-là, on va passer nos examens sur ordinateur alors que depuis petit, on passe des contrôles sur papier. Donc l'accompagnement, il est vraiment très important pour nous dans la start-up parce qu'on sait que c'est une conduite au changement. On ne transforme pas les examens digitaux comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. C'est vraiment une transition digitale. On y va petit à petit. Donc quand on travaille sur, par exemple, des universités, on a l'université Paris Diderot à Paris. Ils ont démarré que sur un premier UFR qui est l'UFR de physique-chimie où en fait on monte crescendo, contrôle continu, examen final pour qu'au final sur l'année suivante on puisse embarquer d'autres UFR. Dans les business schools c'est la même chose. On travaille par exemple avec la business school Schema. Là cette année on déploie sur l'ensemble des L3 du programme PGE, donc ils sont les premières années de PGE et on va les amener petit à petit à utiliser le logiciel TestWe. Voilà, merci beaucoup Alizée. Yvon, tu veux nous parler, si tu veux bien nous parler de tes pratiques, ce que tu mets en œuvre dans tes cours aussi, peut-être comment ça a évolué depuis les dernières années, pour quels étudiants, avec quels moyens? Alors effectivement, moi je suis un peu le bêta-testeur de l'université. Dès qu'il y a une nouvelle technique à essayer, ils vont, tiens, tu veux pas essayer ça? Et effectivement, je m'y lance à chaque fois avec grand plaisir. Alors, je crois que la première chose que j'ai vraiment fait, que je continue à faire, parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose aux étudiants, c'est le podcast. Donc, systématiquement, quand je fais mon cours, je me filme. C'est pas mon côté narcissique qui ressort, hein, mais c'est effectivement, ça permet aux étudiants qui sont normalement présents dans le cours, de pouvoir repasser une séquence après le soir chez eux ou plus tard en disant tiens cette partie-là j'ai décroché ou bien j'ai pas pris de notes parce que sur le coup ça me paraissait pas important, mais finalement je me rends compte que le prof te revient quand même vachement souvent dessus. Donc de pouvoir repasser des morceaux, c'est un plus. Et là j'ai de bons retours des étudiants qui me disent finalement ça les aide pas mal. Alors, quelquefois on a des problèmes techniques, l'enregistrement n'a pas marché, c'est la panique parce qu'ils y comptent et puis
Et ça laisse effectivement quelquefois des gros trous. J'ai même eu des étudiants qui me disaient, mais nous, à la maison, on vous regarde tous les soirs, mes parents, ils vous adorent. On se fait un cours de biologie moléculaire tous les soirs, on passe ça devant la télé, et puis les parents, ils apprennent plein de trucs avec moi. C'est vachement bien. Bon, c'était quand même pas le but initial, hein, mais et c'est vrai qu'aussi en discutant avec les collègues, c'était aussi une crainte de dire oui, mais les étudiants ne vont plus venir en cours, tu te rends compte? Si toi tu te filmes, ils vont avoir la même information à distance. Alors, j'ai envie de dire, ouais, et alors, finalement est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un étudiant qui travaille chez lui le soir de 20h à 22h pour écouter le cours, plutôt que de venir dans l'amphi à 8h où il est absolument pas prêt à ce moment-là pour écouter cet enseignement, et puis qui va finalement faire autre chose, utiliser son ordinateur pour aller surfer sur Facebook et puis faire son planning de la semaine, plutôt que d'écouter le cours. Donc, alors que sur une séquence vidéo, finalement, il a la possibilité d'adapter son temps, de faire des pauses quand lui, il a envie de faire une pause, de le regarder plus vite, de le regarder moins vite, de le repasser 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ça, c'est quelque chose qui marche pas mal. Et est-ce que ça augmente les taux de réussite? Est-ce que les étudiants apprennent plus de choses? Alors, c'est assez difficile de le dire. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment une plus-value nette, en tout cas visible et enregistrable. On va être clair, ça leur fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi. Maintenant, je me dis s'il y en a quelques-uns qui ont moins qui ont bénéficié du système, c'est au moins ça de prix, quoi. Et pour continuer aussi là-dessus, les cours après, bon, ils sont effectivement disponibles sur des plateformes comme Moodle où ils peuvent les voir avec les parties diapositives écrites. Et en préparant cette table ronde, on discutait un peu avec Catherine. On disait aussi qu'il y a des forums de discussion sur Moodle. Et les étudiants, il y a quelques années, les étudiants participaient beaucoup sur ces forums de discussion. Moi, j'insiste beaucoup en début d'année en leur disant que c'est finalement un exercice important parce que non seulement vous pouvez poser les questions, mais aussi vous pouvez essayer d'y répondre. Quelquefois, on croit comprendre un cours, on croit savoir quelque chose, mais on se rend compte que finalement, quand la question est posée, on ne sait pas trop comment le faire. Et puis, au fur et à mesure, le temps passant, les années passant, je vois ces forums s'éteindre progressivement avec de moins en moins de participation. Et je me demandais vraiment pourquoi. Moi, ça me paraissait vraiment quelque chose d'important. Et cette année, j'ai découvert un nouvel outil sur le smartphone qui était assez simple, qui est un outil de questions. Donc, les étudiants peuvent poser des questions anonymes en temps réel pendant le cours. Moi, je le vois sur mon téléphone. Alors, on peut utiliser un téléphone, on peut utiliser une tablette, on peut utiliser un ordinateur. Ça s'appelle SpeakUp, si ça vous intéresse. C'est vraiment pas mal comme truc. Et donc les étudiants voient en temps réel aussi les questions posées. Ils peuvent voter, dire cette question m'intéresse. Ils peuvent commenter, rajouter des choses, éventuellement y répondre. Et puis comme ça, moi je vois les questions apparaître avec un classement. Les plus importantes, les plus sollicitées arrivent en tête. Et puis les moins sollicitées arrivent à la fin. Alors, premier temps, je ne vous cache pas que j'ai eu il fait trop froid dans l'amphi, j'ai faim, mais quand est-ce que ça va se terminer? Parce que bien évidemment, là, c'est anonyme. Donc tout le monde peut se lancer et faire vraiment ce qu'il veut. Mais petit à petit, bon, ça se régule. Hein, les étudiants répondent, allez, arrête de faire l'idiot. Si tu as envie de faire l'andouille, reste chez toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et puis, progressivement, on a des vraies questions qui arrivent. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait un flot de questionnement qui était beaucoup plus important dès lors qu'il y a de l'anonymat. L'étudiant ne s'affiche plus, ne donne pas son nom, il n'y a pas cette peur d'aller s'afficher devant tout le monde. Et puis on arrive comme ça à avoir des déclenchements de pas mal de questions, de réponses. Même les étudiants répondent aussi aux questions qui sont posées par les autres. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ok, merci. Bon, donc je comprends bien effectivement dans les outils qui sont utilisés pour rendre les cours disponibles à distance, la possibilité de faire de travailler à son rythme quand on veut, etc. C'est un avantage, ça semble être un avantage pour les étudiants, même si de façon factuelle, c'est assez difficile de dire qu'ils ont acquis plus de compétences, qu'ils ont mieux appris. C'est quand même quelque chose qui est encore assez difficile à mesurer, je crois.
Alizé, dans ce que tu nous as présenté, on voit aussi que la solution, elle présente un avantage financier pour les institutions, c'est ça, puisque on a des économies de coûts quand on fait passer les examens par TestMe plutôt que de les faire sur du papier. Les étudiants y ont un avantage aussi, tu nous as dit, puisqu'ils préfèrent finalement... en fait, les étudiants, ce qu'ils nous disent, parce que des fois je me retrouve même souvent sur les premiers examens directement en fait dans les classes ou les salles d'examen, et en fait les étudiants me disent avec TestWe en fait plus de crampes à la main, parce qu'ils ont tendance en fonction des filières à beaucoup écrire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait des fois les copies elles sont pas forcément très lisibles parce que les étudiants jusqu'à la fin, la dernière minute ils vont gratter, et du coup ils font plus vraiment attention, et là ils prennent un peu plus leur temps, ils vont mieux structurer en fait leurs réponses, puisqu'en fait dans TestWe ils ont un outil un peu comme un traitement de test comme sur du Word tout simplement, donc ils font les bons alignements, etc. Il y a moins de fautes d'orthographe. Surtout qu'on propose un correcteur orthographique, donc ça fait plaisir aux professeurs. Ouais. Mais dans les deux cas, dans ces deux exemples, comme dans tous les exemples qui utilisent la technologie numérique, ça repose quand même fondamentalement sur l'accès à cette technologie. Tous les étudiants doivent avoir un ordinateur. Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement l'institution qui doit les mettre à disposition. L'étudiant, pour que chez lui, à 20h, il partage avec ses parents ton cours de biologie moléculaire, ça veut dire qu'il a un ordinateur, qu'il a une connexion Internet suffisamment bonne pour pouvoir passer des vidéos. Donc comme dans toutes les situations, et peut-être encore plus en Nouvelle-Calédonie, il peut aussi se poser la question, effectivement, on en a parlé, de la fracture numérique et de l'accès aux outils pour pouvoir profiter de toute cette profusion d'informations qui est donnée. Une autre question aussi que j'aimerais poser, donc on a parlé de l'amélioration que ça pouvait apporter, qui peut être difficile à mesurer, mais est-ce que, là c'est peut-être Laurent qui va pouvoir nous répondre là-dessus, en termes de... déjà, première question peut-être sur l'accès à la technologie et aux devices, aux équipements. Comment est-ce que vous gérez ça, vous, à Auckland? Ou alors tous les étudiants qui rentrent chez vous, ils sont obligés d'avoir leur équipement pour le faire. Et la deuxième question porte sur le bien-être et la satisfaction à la fois des enseignants, des étudiants et en particulier des enseignants, parce qu'on a parlé des étudiants et des administrations, mais les enseignants, est-ce que comme on dit, le numérique, ça facilite la vie, ça simplifie la vie, ça fait gagner du temps? Est-ce que c'est le cas? Peut-être Yvon, tu peux y répondre aussi. Est-ce qu'on y gagne vraiment? Alors, on y gagne, non. Enfin, on y gagne après. Mais l'investissement en préparation de séquences, c'est quand même beaucoup plus long. Je sais qu'on utilise aussi des boîtiers de vote. Alors, les boîtiers de vote, c'est vraiment génial, je trouve, moi, notamment pour les TD, ou même pour couper des séquences de cours magistraux, pour changer un petit peu de choses. Mais ça demande quand même une mise en place, une préparation. C'est vrai qu'au bout d'un moment, nous, on a nos travaux dirigés qui sont un peu normés, qui sont préparés, qui sont faits. Pour pouvoir avoir un enregistrement avec des boîtiers, il faut remodeler tout ça. C'est un gros travail de préparation. Hein. Et pour revenir aussi sur les questions d'examen, moi j'utilise aussi, alors pas du questionnaire informatique, mais de la correction automatique de QCM. Il a fallu que j'apprenne le langage LaTeX pour pouvoir faire mes sujets. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Ouais. Donc ça ne fait pas gagner de temps. Il faut voir ça comme un investissement. Bonsoir tout le monde. Il faut voir ça comme un investissement, effectivement. Mais c'est comme tout, hein. Quand on fait la cuisine, qu'on apprend une nouvelle recette, ça prend du temps et il faut même des fois désapprendre certaines choses pour mieux réapprendre d'autres choses. Pour revenir par rapport donc moi je suis spécialiste plutôt de mobile, de pratique de mobile pendant les cours, donc les réseaux sociaux. Donc moi c'est l'inverse. Je demande à mes élèves d'utiliser leur téléphone portable dans mes cours. Et donc là, il y a beaucoup plus d'élèves qui ont des smartphones que des laptops. Presque tout le monde est d'accord là-dessus. Après, la connectivité, même si c'est pas très simple pour le corps, McDo offre du Wi-Fi, Place des Cocotiers, il y a du Wi-Fi gratuit. Avec un smartphone, voilà, il y a des choses qui se passent différemment. Et le smartphone aussi, par exemple, permet de faire des selfies, des vidéos. Et j'en parle parce que ça fait 4 ans ou 5 ans même maintenant que je me bats, et j'ai des collègues ici qui ont adopté ces pratiques-là.
Mais en Nouvelle-Zélande, il y a les Maoris, vous êtes au courant. Les Maoris ont une culture plutôt orale. Et donc, moi, je trouve, étant blanc dans le Pacifique, je ne vois pas pourquoi on devrait forcer cette culture à écrire. Et donc de les pénaliser quand ils font des dissertations. Donc j'ai appuyé sur le fait qu'on puisse faire des vidéos, de soumettre une réponse dans certains exercices, certains cas et dans certaines matières, sous forme de vidéo ou d'audio. Donc on a un cours d'éthique par exemple en prévention de la santé et on a divisé le semestre en 2 examens et dont un examen c'est de faire un enregistrement audio de 2 minutes, dont 1 minute résumé du cours et 1 minute comment toi tu pourrais sélectionner un des modèles qu'on t'a proposé. Et ça, c'est super, en fait, de donner la parole des fois à des minorités. On a aussi beaucoup d'Asiatiques qui n'ont pas forcément la grammaire et la syntaxe anglaise derrière eux, et ça leur permet quand même de ne pas être à la ramasse derrière. Et ça ne veut pas dire qu'ils... Voilà. Et alors, un autre facteur aussi, je ne sais pas comment ça marche en Calédonie, encore une fois, mais donc je partage des choses avec vous. À UT, il y a 10% de la population estudiantine qui est dyslexique. Voilà, donc je suis aussi, je te rejoins, hein, Catherine. Je suis pas pour dire on écrit n'importe comment en slang et en verlan. Enfin, ça n'existe plus le verlan. Ça montre comme je suis vieux. Mais voilà, quand on fait une vidéo, on dit pas. Moi, j'existe, qu'il n'y ait absolument pas de grossièreté, qu'il n'y ait pas d'injures, que c'est un langage oral. Moins soutenu que l'écrit forcément, mais voilà, il y a des codes, hein, quand même, il y a des règles. Et je trouve que le fait d'avoir un smartphone, de pouvoir faire d'enregistrer ça avec la fonction dictaphone, on a vu ça, voice memo, dictaphone, de pouvoir envoyer ça sur un serveur, d'être corrigé, c'est génial. Et j'enseigne le design. J'ai beaucoup d'élèves qui c'est le mythe de l'être créatif quand on est jeune. Entre 1h du matin et 5h du matin, on est super créatif, après avoir absorbé pas mal de substances, genre Coca-Cola Diet, bien sûr. Et du coup, on a voilà, cette révélation. Et donc, j'ai des élèves qui sont encore dans ce mode-là. Hein, et je comprends, les jeunes, je vous comprends, j'étais là aussi quand j'étais jeune. Je peux plus le faire maintenant. Mais du coup, ça veut dire qu'à 8h du matin, ils sont pas en amphi. Et je vous raconte une petite anecdote. Il y a un étudiant qui était considéré par certains collègues comme un cancre, comme le dernier de la classe. Et je lui ai offert il était très sympa, hein, et je lui ai offert cette option de dire, écoute, quand tu es réveillé à 3h du matin, tu me fais ta vidéo sur tes progrès, tu me montres ce que tu as fait avec ton smartphone, tu filmes ton écran, tu me donnes des preuves que tu travailles et que tu n'es pas un manfoutiste. Et ce que tu fais, en fait, tu me l'envoies pendant la nuit, tu le mets sur YouTube en non répertorié, et moi je le regarderai demain matin en cours. Je commence à 8h, il n'y a jamais personne à 8h, donc j'en profite pour regarder ta vidéo. Et je te donne un feedback. Cet élève, il a terminé avec 16 dans mon module. Et quand j'ai dit ça à mes collègues en fin de semestre, ils m'ont regardé, ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça fait, c'était pas bien, c'est pas possible qu'il ait 16. Et on a parlé des stratégies pédagogiques derrière. Bon, c'est une exception, je dis pas qu'il faut toujours faire ça, etc. Mais et par rapport aussi à des collègues, et on a eu ces questions-là en début de semaine à l'IUT, moi j'ai intégré aussi ce temps-là dans mon temps d'enseignement. C'est pas du travail supplémentaire pour moi. Donc je sais que j'ai des cours qui commencent à 8h, je sais qu'à 8h j'ai 15% d'élèves qui seront présents, ils vont tous arriver à 8h30, 9h, et du coup j'en profite, oui on est plus libre en Nouvelle-Zélande, et du coup on les force pas, et les prix sont pas les mêmes non plus, hein, les inscriptions, tout ça, donc ce sont des clients vraiment chez nous, et j'ai intégré ça aussi d'une façon comme ça. Et alors, pour répondre à ta question aussi, désolé hein, David, est-ce que ça améliore les performances ou pas? C'est difficile à chiffrer. Mais en tout cas, ça permet de donner la chance à certaines personnes ou pas. Oui, c'est ce que tu montrais. C'est des évaluations, des méthodes d'évaluation finalement différentes qui permettent d'ouvrir plus de possibilités de tenir compte des diversités. Voilà. Ah oui, okay. C'est en multipliant les outils finalement qu'on arrive à... Voilà, c'est pas à la place d'eux, ça peut être complémentaire, ça peut être supplémentaire, ça peut être palliatif, ça peut être intermédiaire, enfin voilà. Et des fois, justement, cet élève, du coup, il était, enfin celui auquel je pense, là, qui a bien réussi, et ben, il a repris confiance. Ça ne veut pas dire qu'il a continué après, c'était un cycle licence, ça ne veut pas dire qu'il a continué un master, mais voilà, il s'est passé quelque chose. Ok, merci. David, est-ce que tu peux nous parler, toi, de la façon dont la technologie peut changer, ou pas, la formation professionnelle?
Écoute, à la CCI, que ce soit au centre de formation d'alternants ou que ce soit en formation continue, c'est évident que ça modifie un certain nombre de choses. Ça modifie le comportement des formateurs. Ça, c'est un premier point. On a tendance à l'oublier, mais c'est quand même important de les accompagner eux aussi et qu'ils puissent s'approprier un certain nombre d'outils parmi la pléthore qui existe pour les utiliser à propos et justement offrir un maximum de chances à un maximum de clients, d'alternants, d'étudiants, et puis que les étudiants puissent s'en saisir. Ça permet aussi de s'affranchir à un certain nombre de contraintes, et là on l'a vu sur vos discours. Je vais vous donner juste 3 ou 4 exemples. Premier exemple, c'est s'affranchir de contraintes matérielles. Dans un contexte industriel, acheter un module on va dire de formation avec un module je vais prendre l'exemple de la haute tension, ça coûte très cher, ça nécessite de faire venir un certain nombre de personnes sur un lieu identique. On a développé un module de réalité virtuelle pour manipuler en toute sécurité et sans la contrainte du matériel la manipulation et avoir une habilitation en haute tension. Donc ça, on peut s'affranchir de ces contraintes-là et c'est franchement intéressant pour le centre de formation, mais c'est aussi intéressant pour le professionnel ou l'étudiant en cours de formation de toucher un autre outil qu'il pourra découvrir ensuite. C'est aussi un enjeu vis-à-vis des entreprises que d'apporter une touche digitale sur nos formations pour qu'elles puissent elles-mêmes s'approprier le digital dans leur formation, mais aussi dans leur contexte professionnel. Ça permet aussi, et ça je pense c'est un peu plus commun, mais de s'affranchir des contraintes spatiales. On a l'exemple d'une formation qu'on a réalisée en classe virtuelle sur une formation très pointue qui réunissait 5-10 personnes en Calédonie, 5-10 personnes à Tahiti, avec un intervenant qui était une fois à Tahiti, une fois en Calédonie. Et on s'est dit mais si on fait venir tout le monde à un endroit, ça va être super compliqué, ça va être super coûteux. Comment on peut faire? On a fait une classe virtuelle. Alors c'est simple, techniquement ça ne l'est pas forcément toujours. Il y a le réseau, il y a les outils, mais il y a les outils qui existent qui sont assez performants maintenant pour le faire. Plutôt de manière regroupée au début, et puis finalement chacun venant soit en Calédonie, soit en se regroupant à Tahiti, s'est dit mais on pourrait pas le faire chacun de notre entreprise finalement, c'est possible ou pas? Sans problème. On a ainsi 15 personnes qui sont formées en simultané à 15 endroits différents et qui peuvent échanger entre eux, échanger avec l'intervenant tout en suivant le PowerPoint ou la présentation et en écoutant l'intervenant. Donc ça, c'est voilà 2 exemples. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est s'affranchir des contraintes temporelles. Les personnes en formation, avec des outils collaboratifs, peuvent échanger à n'importe quel moment sur n'importe quel support. Voilà, les contraintes horaires, on les connaît. J'étais hier, pas plus tard qu'hier, quand j'étais en train de répondre à cette personne, je me disais tiens, j'en parlerai demain. À 23h, j'étais sur une réponse à un étudiant sur Facebook qui avait mis un petit message sur Messenger et là je tombe dessus, tiens j'ai un problème sur tel devoir en espérant avoir une réponse le lendemain. Je lui réponds, elle était en ligne, on a échangé 3 minutes, hop, c'était fini. Ça pose d'autres contraintes côté formateur, ça pose d'autres contraintes pour les former aussi, le droit à la déconnexion, j'en passe et des meilleurs. Néanmoins, pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont en pleine possession de leurs moyens à ce moment-là, c'est une opportunité pour eux de continuer à apprendre, de continuer à intégrer un certain nombre de concepts. Je reviendrai peut-être sur l'idée de, effectivement, ça permet des progressions individualisées. Chacun va à son groupe, à son rythme, seul chez lui, à 2h du matin ou à 3h de l'après-midi, quand il en a envie. Mais finalement, est-ce qu'on ne perd pas, c'est une question ouverte, hein. Est-ce qu'on ne perd pas aussi dans ce qu'on a d'une dynamique de groupe quand les étudiants sont présents au même endroit, au même moment, et qu'ils ont aussi à travailler ensemble, à tenir compte des contraintes des uns et des autres?
et apprendre à travailler ensemble, à mener des projets ensemble, qui est quand même l'une des compétences importantes dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle. Est-ce que cet aspect-là, avec effectivement cette individualisation et cette distanciation de l'enseignement, est-ce que c'est pas une des conséquences? Je ne sais pas qui veut répondre à ça. J'ai le micro, j'en profite, mais je vous laisse la parole après. Je le lâche pas. Moi, je suis allé tout à l'heure en salle, je suis allé voir 3 sections, ils étaient en cours, et j'ai le sondage express. Je vais sur Diginova, j'ai besoin de vos avis. Moi, je suis en train d'écrire ce que je pense, mais je vais plutôt vous interroger sur ce que vous vivez. Et quand je leur ai posé cette question du collaboratif, du travail en équipe et avec des projets en mode projet, j'ai dit, ok, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Et là, l'avis était unanime sur 3 sections, bac, BTS, bac plus 3. Unanime. Ils sont tous connectés, et l'exemple de Facebook, c'est le parfait exemple. Ah oui, on est sur Messenger, ah oui, on est sur le clavardage, on est sur Outlook, ils sont connectés et ils travaillent en collaboratif avec des outils. Nous, on a la suite Office 365, donc du coup, ils utilisent Teams, ils utilisent des outils qu'ils vont retrouver ou qu'ils vont promouvoir en entreprise pour travailler en collaboratif. Après, on a toujours 1 ou 2. Là, j'en avais 3 sur 3 sections de 20 qui étaient un peu on the side. La connexion, enfin bon, bref. Il avait un petit Nokia. Il avait ce qu'il fallait pour bosser, mais c'était une volonté personnelle de ne pas y aller. Mais j'étais surpris de ça parce qu'on s'interroge toujours justement cette absence de, cette apparente absence où on n'est pas très certain qu'ils échangent entre eux, et on n'est pas toujours destinataire de ces échanges non plus. Mais c'est ce que tu disais, Yvon, c'est qu'ils vont trouver des solutions par eux-mêmes, entre pairs, et ça, je pense que le digital, le numérique a franchi cette barrière-là, peut-être plus qu'en présentiel, j'ai l'impression. En fait, il y a aussi 2 autres facteurs complémentaires à la réponse de David, tout à fait d'accord avec ce que tu dis aussi. Les 2 autres facteurs, c'est culturel. Encore une fois, je reviens à la Nouvelle-Zélande, désolé, mais la culture maori, c'est vraiment une culture discursive, donc les gens apprennent en groupe et ils parlent en groupe. C'est vraiment chouette à voir quand on voit ça. Donc le truc individuel, ça rentre, enfin c'est pas culturel, c'est vraiment chaque fois en groupe, un apprentissage en groupe. Donc malgré certaines choses en ligne, il reste en groupe. Voilà. Donc il y a ce facteur-là, et après il y a le facteur aussi quantité. Et c'est le problème qui a commencé comme ça, Catherine, avec les MOOC. 3% de réussite de gens, entre les gens qui s'inscrivent et qui terminent, et d'une façon qui réussissent le MOOC, les statistiques, c'est 3%. Les dernières statistiques de l'année dernière, rapport du CNAM de Paris. Et donc les MOOC, ça fait 10 ans que ça existe, c'était la démocratisation de l'apprentissage, etc. C'était l'école pour tout le monde. Et ben en fait, il y a 2 choses qui sortent du rapport de l'année dernière. C'est non, c'est faux. Et deuxièmement, en fait, qui réussit dans ces 3%, ce sont déjà malheureusement, ce sont des gens qui sont très bons et qui en fait s'ennuient dans les cursus normaux et qui prennent encore un cours supplémentaire pour apprendre d'autres choses. Et ça fait partie des 3% de réussite de MOOC. Études françaises, je sais pas, mondiales, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais voilà, dans les MOOC, il y a 10 000 personnes qui sont inscrites et 3% termineront et réussiront ce MOOC aussi. Et pourquoi ils ne terminent pas? Pour revenir exactement à ce que tu disais, tu en as commencé plein, tu les as pas terminés. Manque de motivation, manque de groupe. Manque voilà. Je suis numéro 999 000. Je perds ma motivation. Je suis 2 semaines en arrière. J'ai perdu 2 semaines. Ça y est, j'arrive plus. J'ai décroché. C'est pas la peine de me remettre à 3 semaines et d'avoir 3 semaines de travail devant moi. Donc voilà, c'est aussi le manque de soutien, le manque de dynamique, le manque de choses collaboratives à cause du chiffre qui est trop grand. Et je complète en disant que de toute façon, je pense qu'effectivement, l'idéal, c'est de pouvoir mixer le tout, d'avoir des moments de regroupement où on met un peu en commun tout ce qui a été fait à l'extérieur, individuellement par chacun, et puis, mais pour tout ce qui est séquence, moi je vois sur ce qu'on fait en cours magistraux, par exemple, où finalement les étudiants n'ont pas vraiment besoin de nous. Quand on est en amphi, l'interaction, elle est très limitée, sauf à couper et à faire d'autres séquences, mais quand on est vraiment en frontal, pour l'étudiant, il n'y a aucun intérêt d'être présent là physiquement. Il a une image, il peut faire exactement les mêmes choses. Et puis, et organiser son temps
Je dis, moi, je ne supporterais pas qu'on me dise le matin, à 8 heures, tu vas avoir 2 heures de biologie moléculaire, après tu vas avoir 2 heures de chimie. Et si moi j'ai envie de faire chimie d'abord et biologie moléculaire après, ça me regarde. Enfin, je veux dire, c'est quand on a cette possibilité, moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors après, le fait de pouvoir se regrouper pendant des TD, pendant des phases de mise en commun de ce qui a été fait à part, ça permet de ne pas avoir cette coupure, effectivement. Et puis, une petite remarque juste aussi sur les MOOC. C'est vrai que très souvent, les MOOC viennent en complément d'une autre formation. Quand on est sur une formation obligatoire avec le diplôme qu'on attend à la fin, je pense que le questionnement, il est aussi différent. Et on le voit notamment dans des cours qu'on a ici, nous, dans le cadre de la PACES, où 100% de nos cours sont filmés. Ils viennent de Paris, on a les DVD et les étudiants accèdent aux cours en ligne. Ils se débrouillent, ils les regardent comme ça et puis ça fonctionne finalement très bien. Au départ, on les projetait. Maintenant, on les projette plus parce qu'ils les suivent plus. Ils restent à la maison. Ou ils sont tous dans la même salle, chacun avec un casque. Merci beaucoup. On va procéder aux questions-réponses. Comme on a l'impératif de 18h30 pour le duplex, je vais prendre un micro. Je ne sais pas s'il y a des étudiants dans la salle. C'est vrai qu'il n'y en a pas autour de la table. Ils sont quand même un peu concernés parce que... Voilà, donc j'espère qu'il y a quelques étudiants qui peuvent partager avec nous leur avis sur le sujet. Tu auras une bonne note si tu partages. Qu'est-ce que la technologie a changé pour vous, les étudiants? Ah, non? Allez. Mais tu seras bien vu. Le jeune homme. Ah, il a l'air plus motivé. Comment tu t'appelles? Bonjour Julien, je te laisse le micro. Je ne demande pas ce que ton papa et ta maman font. Ah non, mais certains se souviendront de cette petite blague. Bon voilà, non, c'est pour te mettre à l'aise. Sérieusement. Allez, vas-y. Alors, c'était quoi la question? La question, Catherine? La question qu'on a posée à tout le monde, en quoi la technologie a changé l'enseignement pour vous? Est-ce que ça a changé votre façon d'apprendre, votre compréhension des concepts, des leçons? Alors, honnêtement, j'ai fait tout mon primaire sans technologie. Donc, en fait, à part la salle informatique dans laquelle on y allait une fois par mois et encore, c'était plutôt le tableau et tout ça. Bon, et ce que je peux dire avec la venue de la technologie, par exemple pour les TBI et tout ça, c'est que le passage au tableau, c'était déjà moins vu comme une sorte de punition ou sanction. Donc, en fait, on avait la chance, donc, au collège, on était l'un des premiers collèges, donc c'était le collège de Normandie, qui était équipé des TBI. C'est-à-dire des vidéoprojecteurs qui projetaient sur le tableau et qu'on pouvait utiliser des stylets magnétiques ou quelque chose comme ça qui permettait d'écrire, et donc c'était tout à fait tout numérique. Et donc ce passage-là, c'était quelque part fascinant, et de deux, ça captivait plus l'attention, on va dire. Donc c'était positif en certains points. Bon, après, je ne parle pas de tous les problèmes qu'il y avait avec, par exemple Windows qui ne fonctionnait pas et tout ça. Ça, c'était un autre, c'est sans doute un des points négatifs, mais je retiens souvent plutôt une expérience positive de tout ça. Et je trouve que la démocratisation après du Wi-Fi aussi dans les établissements publics comme le lycée et tout ça, ça peut aussi apporter du positif dans le sens où là où on passerait une demi-heure à chercher dans une bibliothèque un livre en particulier pour des informations particulières ou quelque chose comme ça, 5 minutes de recherche sur Internet suffisent largement à compenser tout ça. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir intégré la technologie et le numérique dans les établissements scolaires. Merci beaucoup. Ça fait gagner du temps. Merci beaucoup. Des questions? On accepte les non-étudiants. Hein. C'est bon? Ou commentaires. On sent les Néo-Zélandais là qui sont en forme. Je vous en prie. Bonsoir, je suis étudiante. Voilà, alors moi, je dirais que je suis un petit peu surprise parce que de l'informatique, en effet, on n'en a pas tellement à l'université et que la ressource, moi, j'aimerais bien pouvoir la trouver sur Moodle pour pouvoir justement soit préparer les cours, soit pouvoir les relire, rattraper tout ce que je loupe quand on est absent, et puis surtout pour éviter la prise de notes,
parce qu'on en est encore là. Enfin, moi, je suis un petit peu surprise parce qu'on écrit beaucoup. Il y a beaucoup de cours magistraux et on écrit beaucoup. Ça, c'est un super commentaire et je crois qu'on a des avis différents. Ça va être super, ça. Il y a 5 ans, en Nouvelle-Zélande, il y a eu cette requête des élèves, des délégués d'élèves généraux de toute l'université de IUT, de supprimer le papier et le stylo dans les examens. La directrice ça s'appelle Student Success, du département de réussite des étudiants, a refusé cette requête. Et elle a refusé ça parce qu'en fait, en prenant des notes, beaucoup de gens, écoutez bien les jeunes, ont fait valoir d'autres mécanismes de mémorisation. Et alors c'est bien d'écrire, oui effectivement ça fait mal à la main, etc. Mais en fait on retient beaucoup mieux. Et c'est ce qui fait aussi la richesse quelque part de la culture française par rapport à d'autres cultures. Je ne citerai pas les autres cultures, mais de dire voilà, il y a une réflexion et surtout il y a une rétention d'informations plutôt que de dire il y a simplement un mimétisme automatique pour remplir un QCM. J'ai fait le beau singe et j'ai réussi mon examen, donc j'ai 18 de moyenne générale, mais en fait quand je suis en entreprise ou dans le travail, je suis complètement inapte et incapable aussi de faire valoir des connaissances que j'ai apprises il y a 4 ans. Parce que je ne m'en rappelle pas. C'est du court terme. D'accord ? Donc il y a Michel Serres qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Petite Poussette. Petite Poussette, c'est l'externalisation de la mémoire. C'est dangereux. Mais en plus, la prise de notes, voilà, c'est un bon moyen de prévenir ça. Et donc, par exemple, dans les MOOC que j'ai suivis, j'en ai suivi pas mal, j'en ai réussi pas mal. En fait, tous ceux que j'ai suivis, j'ai mis un point d'honneur de les réussir ou de les terminer. C'était un défi par rapport à moi-même. Il y avait la vidéo, il y avait le support texte, mais je me suis fait mes petites fiches à l'ancienne. Ça vous montre mon âge, là, les jeunes. Et ça, par contre, quand j'étais devant c'était pas que des QCM en ligne, je voyais la page que j'ai écrite. Alors que quand je suis sur un texte et que je suis sur Google Drive ou des choses comme ça, je me retiens pas. Ok ? Moi, je suis totalement d'accord. Je partage à 3000% ce que tu dis. Par contre, c'est vrai que l'écriture et la prise de cours, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment typiquement français. Hein. J'avais été à une conférence un jour sur un bilan d'Erasmus. Tous les étudiants étrangers disaient on a copié en un semestre d'échange en France 10 fois plus que ce qu'on a fait pendant tout notre cursus à l'étranger, quel que soit le pays européen. Hein, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment je ne veux pas dire un mal français, mais on a quelquefois l'impression que plus on écrit, plus on va être intelligent. Hein, c'est vrai. Merci. D'autres questions ? Enseignants peut-être ? Ah. Un autre étudiant ? Ah. Ça fait longtemps que je ne suis plus étudiant. Oui, je m'appelle Eric Ovinet, je suis en charge de la maintenance informatique des collèges de la province sud. Donc, pour répondre à l'étudiant à ma gauche, on a installé pas mal de TBI, VPI dans pas mal de collèges. Et malheureusement, après l'expérience qu'on en a, c'est qu'en fait, très peu d'enseignants les utilisent. Ils les utilisent surtout comme vidéoprojecteurs, mais le côté interactivité, en fait, est passé à côté. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement, ce côté interactif n'est pas présent. Et dans une deuxième question, on n'a pas évoqué... Alors moi, je pense que le principal problème dans les collèges, c'est la motivation des élèves. Et je pense que pour motiver les élèves, c'est de mettre en place un apprentissage par les jeux. Et on n'a pas évoqué cette question de serious game. Alors, je sais que ça se fait plus souvent au niveau bac ou au-delà. Mais je pense que ce serait intéressant, on est des classes plus petites. Je me permets de répondre sur la première partie de votre remarque concernant l'utilisation du digital dans la formation. Je vais vous faire une analogie. J'ai un passif d'hôtelier et de restauration, et en cueillant mon piment ce midi, je me suis dit mais le digital c'est comme le piment. C'est-à-dire qu'on apprend à cuisiner, certes, on est un formateur, on est un enseignant, on apprend à transmettre, pas forcément en sachant comment utiliser ce piment. Donc il y en a qui aiment ça, le piment, qui en mettent beaucoup, peu importe si ceux qui mangent aiment ou pas.
Il y en a qui n'en mettent pas du tout, parce que le piment, non, ça c'est hors de question, j'ai jamais appris ou j'ai pas envie, j'aime pas ça. Donc peu importe que vous aimiez le piment ou non, ceux qui aiment ça n'en auront pas. Et de fait, la solution, c'est quoi? C'est d'accompagner, de donner le piment et de dire comment on l'utilise. Ça rejoint votre remarque, de l'utiliser à bon escient. Et l'utiliser à bon escient, pour moi, c'est pas forcément de le mettre dans le plat, c'est de le mettre à part. Et que chacun l'utilise à sa convenance, par petites touches, par grosses touches ou pas du tout. Et ça, c'est qui est-ce qui le fait? Finalement, c'est l'utilisateur final. Et je pense que c'est laisser l'opportunité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, et également Yvan, c'est ok, laisser la possibilité d'eux. Et le retour des étudiants que j'ai interrogés cet après-midi, c'est est-ce que ça vous apporte? Est-ce que concrètement, il y a un retour sur investissement de cette histoire? Monsieur, c'est un plus. Voilà. Donc certains l'utilisent beaucoup, d'autres moins. Catherine, je vais juste vous laisser conclure en tant qu'animatrice peut-être pour nous permettre de mettre en place le duplex. Oui, d'accord. Juste pour répondre aussi à votre question, et ce sera la conclusion, finalement, ce qui importe ou ce qui permet l'apprentissage, l'acquisition des connaissances, c'est la motivation des enseignants, la motivation des apprenants. Et c'est vrai que le principal levier de la motivation, c'est pas l'outil qu'on utilise, mais c'est bien souvent le jeu. Hein, on en parle beaucoup. Apprendre en s'amusant, c'est ça qui fait qu'on y trouve de l'intérêt. Et ce qui fonctionne dans les outils numériques, effectivement, c'est les boîtiers de vote, c'est les petites choses où les étudiants sont challengés. Donc c'est un moyen supplémentaire, mais on peut aussi faire du jeu sur plateau sans utiliser le numérique. Donc là, c'est un outil en plus, mais le levier, il est plus sur le jeu, l'aspect ludique que sur l'outil. Bon, alors la question, est-ce que ça change l'enseignement? Bah oui, quand même un petit peu. En quoi on y a un peu répondu. Mais je crois que l'essentiel, ça rejoint la table ronde sur les gouvernements ouverts. L'essentiel, c'est l'état d'esprit, la mentalité, le numérique, c'est qu'un outil. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à nos participants.